Le DPO est-il obligatoire pour une association ? Alors, le DPO est obligatoire dans un certain nombre de cas. Alors déjà pour tous les organismes publics, ce qui n'est pas votre cas, vous êtes une entreprise privée. Vous êtes une association. Même, c'est pareil. Du coup, vous passez sur le secteur privé. Donc par définition, ça va dépendre. Donc vous avez pas vous avez des données particulièrement sensibles, à part les noms des membres. Leurs coordonnées. Ça devrait être un peu plus gênant. Mais en fait, il va falloir vraiment, d'une manière générale, il va falloir faire une étude de risque. En fait, il y a des cas qui sont très précis, qui sont décrits dans le cadre du règlement général sur la protection des données. Et notamment le fait que si vous faites du suivi régulier et systématique des personnes, par définition, vous avez l'obligation de nommer un DPO. Si vous êtes un organisme public, évidemment. Et puis, si vous traitez des données dites particulièrement sensibles, donc des données de santé, voilà, a priori non. Donc après, il va juste falloir voir en fonction... Je parlais tout à l'heure d'un fonds de dotation. Lui, il n'y a pas tellement de sujets. Il a notamment... donc c'est une association à but non lucratif et qui récupère les dons des personnes pour un musée, d'ailleurs. Et en l'occurrence, la vraie problématique qu'il a, c'est qu'il a notamment comment on appelle ça ? Les testaments. Les testaments. Donc vous imaginez quel est l'impact potentiel sur la vie privée d'une personne si le testament se retrouvait divulgué sur la place publique et que notamment une personne savait qu'elle était déshéritée au profit d'un musée. Je pense que ce serait un petit peu problématique durant sa vie. Donc par définition, là vous avez un risque, un impact fort sur la vie privée des personnes concernées. Vous êtes dans des données qui sont particulièrement sensibles, non pas au sens de l'ancien article 9 de la loi informatique et liberté, mais vraiment au sens de impactante pour la vie privée des personnes concernées. Et là, j'aurais tendance à vous recommander vivement de nommer un DPO. En revanche, vu ce que vous dites a priori, si vous n'avez que les noms et prénoms des personnes et des coordonnées bancaires uniquement dans certains cas, je ne suis pas sûre. Après, ça dépend ce que vous faites comme suivi. Je ne sais pas quel est l'objet de votre association, mais il faudra regarder par rapport à l'objet de votre association si le simple fait d'être adhérent dans votre association est potentiellement impactant et représente une donnée sensible. Madame, je crois juste derrière. Si vous pouvez vous présenter ou situer vos activités, s'il vous plaît. Isabelle Varin, expert comptable. Ma question était un petit peu la même, mais dans le cadre des TPE-PME. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, dès l'instant où on a des données sensibles, bancaires, fiscales de ces salariés ou des salariés de nos clients, on est obligé de nommer un DPO ou pas? Alors, vous faites notamment la paye pour vos clients, j'imagine, les fiches de paye pour vos clients. Par définition, ce qu'a considéré le G29 sur les données relatives aux salariés et notamment à la paye, c'est qu'il faudrait faire ce qu'on appelle des PIA, des Privacy Impact Assessment, ou en français, des études d'impact sur la vie privée des personnes. Donc, par définition, on considère que ces traitements sont relativement sensibles. Donc, j'ai envie de vous dire que oui, vous n'avez pas le choix, il va falloir nommer un DPO de votre côté. Parce que par définition, le G29, alors pour resituer, c'est le groupement de l'ensemble des CNIL européennes qui est amené à disparaître dans le cadre du RGPD, mais qui existait jusqu'à maintenant. Et donc c'est le consortium de toutes ces autorités administratives indépendantes qui gèrent la protection des données qui s'est prononcé sur le sujet en interprétation du RGPD et qui a considéré que toutes les données relatives au personnel étaient particulièrement impactantes sur la vie privée des personnes concernées, qu'il était donc nécessaire de faire un PIA et qu'elles étaient donc par définition très sensibles. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y en a d'autres des bonnes, en vrai. Essayez de donner quand même, après 3 mauvaises nouvelles, au moins une bonne nouvelle, si vous en avez sous la main. Ça serait très bien. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle. Oui. Peut-être juste, je voudrais dire, alors pour les collectivités, donc on parlait tout à l'heure que finalement le règlement européen, il est basé avant tout sur une approche par les risques. C'est donc le IVP, le PIA, c'est en fait étudier les risques, on se met à la place de la personne et si réellement ces données sont accédées malencontreusement, s'il y a une violation de données, s'il y a une modification non désirée des données, qu'est-ce qui peut
concrètement arriver à la personne. Alors, selon les données qui sont collectées et qui vont fuiter, les risques peuvent être très différents. Donc, c'est pour ça que je dis c'est vraiment une approche par les risques. Et finalement, les collectivités, pour elles, c'est pas nouveau, cette approche par les risques, parce que, et finalement, on se rend compte aussi que peu de collectivités le savent, mais depuis l'ordonnance de 2005, qu'on appelle RGS, les collectivités ont l'obligation, dès lors qu'elles mettent en place un téléservice, donc dès lors qu'on met en place un site internet par lequel un usager va pouvoir entrer en interaction, demander une aide à la collectivité, la collectivité avait l'obligation en fait de mener une étude de risque pour justement identifier les risques par rapport à cette plateforme, de mettre en face les mesures de sécurité qui vont bien, de sécuriser le site et de le formaliser et de l'attester. Donc, par exemple, en région Normandie, dès lors qu'on met en place un téléservice, on fait toute cette étude de risque qu'on formalise par un arrêté du président. Donc, c'est le président qui s'engage auprès des usagers. Donc, en fait, on est vraiment dans une démarche de confiance. On ne fait pas tout ça pour faire des études de risque, des pentests. On est là pour vraiment donner confiance à l'usager sur l'utilisation des outils. Et quand on voit les études qui nous disent qu'un pourcentage assez élevé de personnes n'utilisent pas Internet dans les démarches parce qu'en fait, elles ont peur des risques, des risques numériques, on s'est dit, on a vraiment, nous, collectivités, à redonner confiance aux usagers, surtout qu'en 2020, on est censé avoir dématérialisé l'ensemble de nos procédures administratives. Donc voilà, c'était pour rebondir en fait sur les analyses d'impact, pour vous expliquer en quoi consistaient ces études de risque. Oui, pardon, excusez-moi, oui. Oui, bonjour, François-René Le Bâtard, avocat. Une question pour Marine Broglie. Donc, vous considérez en fait qu'à chaque fois qu'on fait un traitement RH, on doit faire une étude d'impact et donc tout le monde doit avoir un DPO en fait. Non, alors sur la partie là, c'est parce que il s'agit de leur cœur de métier. Ce que précisait la CNIL et qui est très important, il faut savoir que c'est donc dans le cadre de votre cœur d'activité. Votre cœur d'activité, c'est pas de l'exploitation RH, ce n'est pas d'établir des fiches de paye. Enfin, peut-être vous en tant qu'avocat, je doute que vous le fassiez, mais en tout cas dans son cas, c'est vraiment son cœur d'activité. Pour toutes les autres entreprises, dès lors que vous avez des salariés et que vous éditez des fiches de paye, c'est pas une raison pour faire pour avoir un DPO. En revanche, pour les PIA, c'est une raison. Par contre, vous avez un énorme avantage, c'est qu'il va se passer la même chose que pour les normes simplifiées. Vous avez probablement entendu parler des NS 46, 48, voilà, et puis pour tout ce qui était salarié des NS 42 et autres. Donc, pour toutes vous aviez des normes simplifiées. Et bien, vous aurez des PIA type. Donc, en fait, il n'est pas utile de faire ces PIA. Enfin, évidemment, si vous le faites en amont, c'est encore mieux. Mais par définition, il n'est pas utile de faire ces PIA aujourd'hui. Moi, en tout cas, si vous avez les moyens, tant mieux, mais toutes les entreprises aujourd'hui ne savent pas forcément faire des PIA. En moyenne, on estime que pour un PIA, il va falloir entre 5 et 10 jours de travail. C'est quand même une longue réflexion. Ensuite, il faut rédiger tous ces éléments. Et une fois que vous les avez rédigés, c'est bien sympa, mais potentiellement, il faudra aussi les présenter à la CNIL si ça laisse encore apparaître un risque potentiel sur la vie privée des personnes concernées. Donc, j'ai tendance à vous dire... attendons de voir ce que la CNIL va nous sortir en termes de PIA type sur ce sujet, parce que c'est sûr que vous en aurez. Donc, comme des normes simplifiées. J'avais juste entendu parler qu'il y aurait plusieurs degrés de PIA avec une il y a 2 degrés simple, en fait. Il y a 2 degrés. Il y a ceux. En fait, c'est pas. Non. Vous avez toujours il y a un régime d'autorisation qui est toujours prévu. Donc ça, c'est un autre sujet. Et parallèlement, vous avez ces PIA qui, eux, sont obligatoires dans un certain nombre de cas. Et puis, au-delà de ces cas, c'est de toute façon, dès lors que le traitement fait apparaître un risque potentiel sur la vie privée des personnes concernées. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque à chaque fois que vous aurez un risque potentiel, il faut aller étudier ce risque et déterminer quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour faire redescendre au maximum, enfin au minimum, le risque potentiel sur la vie privée des personnes concernées. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui. Alors, il faut en faire d'autant plus attention, et je donne régulièrement cet exemple. Enfin, moi, je viens d'une société dans laquelle le président a été mis en examen dans le cadre d'une affaire pénale liée à la protection des données de ses salariés. Vous avez beaucoup de salariés, et on n'y pense pas souvent, qui, dans le cadre de la préparation d'un contentieux au prud'homme, vont faire des jolies petites demandes d'accès. C'est le premier élément. Et puis le second élément, ce sont évidemment les IRP qui, vous allez leur présenter que vous allez vous mettre en conformité. Eux aussi, ne vous inquiétez pas, vont bien suivre en détail comment ça va se passer. Juste pour compléter sur les AIPD, moi je préfère
parlais analyse d'impact sur la protection des données, mais c'est la même chose que PIA. Concrètement, au niveau des collectivités territoriales, ne serait-ce qu'au regard du G29 et de la CNIL, on a au moins au strict minimum deux domaines dans lesquels systématiquement on doit déjà faire une AIPD sans même attendre ce qui va être précisé plus tard. Tout ce qui est système vidéoprotection, donc surveillance à grande échelle. Donc si vous avez des systèmes vidéoprotection, forcément ça nécessite une AIPD par définition. Et à partir du moment où vous avez quand même des données dites particulières au sens article 9, article 10 du RGPD, donc notamment les données de santé, par exemple, qui nécessitent obligatoirement, à partir pour faire court, où on a un traitement de données dans lequel il y a des données de santé ou on a un système vidéo, on rentre obligatoirement d'ores et déjà dans le RGPD. Donc ce qui fait qu'on est déjà, nous, dans les collectivités, obligés de réaliser ces analyses d'impact. Et donc, on a discuté aussi un peu avec Flore pour optimiser. Nous, on met en place une commission d'homologation RGS par rapport au e-service qui sera la même commission AIPD. Ce qui permet un petit peu de faciliter le travail et d'avoir les mêmes experts autour de la table par rapport au sujet. Oui, madame, pardon. Pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure, le risque prud'homme, donc une TPE 5-6 salariés qui fait ses payes elle-même en interne doit nommer un DPO pour parer à tout ça ou pas? Vous n'avez pas là, dans ce cadre-là, l'obligation de nommer un DPO. Vraiment, il faut que ce soit le cœur de votre activité. C'est-à-dire que si le cœur de votre activité va être d'établir des fiches de paye, là, votre TPE, PME, elle fait autre chose. Elle édite ses fiches de paye en interne, mais son cœur d'activité, ça n'est pas ça. Donc là, non, vous n'avez pas l'obligation. Enfin, après, je ne connais pas le cœur de l'activité de la société en question, il faudrait étudier, mais a priori, vous n'auriez pas l'obligation. Juste donner une bonne nouvelle. Pour toutes les entreprises qui ont fait des formalités préalables, pour les traitements qui ont fait l'objet de formalités préalables, vous avez un délai de 3 ans pour effectuer une analyse d'impact. Donc c'est une bonne nouvelle. Laurent Schneffre, je dirige un cabinet de recrutement et des sociétés d'intérim. Et le cœur de notre métier, c'est de collecter des informations sur des candidats et d'être capable de les délivrer rapidement et avec précision à nos clients. Néanmoins, nous sommes une TPE, puisqu'on a 15 salariés permanents seulement. Ai-je l'obligation d'avoir un DPO tout le temps Tout le temps, c'est pas obligatoirement du temps plein. Vous pouvez le nommer en interne, que ce soit une personne chez vous et qui gère le sujet de façon régulière sur la base de, je sais pas, 0,5 jours hommes par semaine. Donc c'est pas, enfin, quand on dit tout le temps, c'est pas forcément un travail à temps plein. Ça dépend. Alors pour des structures comme celle de Monsieur qui va intervenir par la suite, j'ai envie de vous dire que oui, c'est un travail à temps plein. En revanche, pour une structure de votre taille, clairement, une fois que ça va être un travail à temps plein pendant 2-3 mois, le temps de faire toutes les études d'impact qui seront nécessaires, de s'assurer que tous les transferts de fichiers que vous faites aujourd'hui, typiquement quand vous envoyez un CV, j'espère aujourd'hui que vous ne l'envoyez pas juste par mail, comme ça, un petit peu n'importe comment. Et voilà. Enfin, le CV, à la limite, ce ne sera pas dramatique parce que je vais estimer que le risque, ce sera assez limité. Mais par contre, tout ce qui pourrait être étude de la personnalité d'un candidat, donc test de personnalité, test psychotechnique, qui sont là beaucoup plus impactants sur la vie privée. Si jamais il arrivait quoi que ce soit, typiquement, j'ai pas le poste. En fait, si la donnée n'arrive pas, si elle est altérée, j'ai pas le poste. Donc, c'est très impactant pour la vie privée des personnes concernées. Donc là, par définition, clairement, je vais vous demander typiquement d'envoyer ces fichiers sous un format complètement différent, par fichier sécurisé, ou au moins avec un petit mot de passe pour ouvrir le fichier. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à réfléchir comme ça. Mais oui, vous aurez l'obligation enfin, je vous recommande vivement de nommer un DPO, et j'ai même envie de vous dire que tous vos donneurs d'ordre vont vous l'imposer. D'autant que vous avez une double casquette, puisque vous êtes sous-traitant pour le recrutement des entreprises pour lesquelles vous travaillez, et vous êtes responsable de traitement dans le cadre du fichier de vivier que vous maintenez, ce qui fait que vous avez une double casquette constante. Donc je vous invite vivement à le faire.
Mais c'est pas grave de le désigner. Hein. Vous le désignez, vous lui donnez des missions. Ça se passe bien, c'est bien un DPO. Il n'est pas obligé d'être désigné à temps plein. Hein. Il n'y a pas d'obligation de temps. Hein. Ça marche. Oui. J'avais une question sur la responsabilité du DPO. On est d'accord que le DPO n'est pas responsable. Ça restera sur finalement le président de l'association ou des sociétés. Le président reste responsable au niveau civil et pénal. On est d'accord. Alors, et on peut mettre en place des délégations de signature ou de pouvoir par rapport justement à la responsabilité. Oui, mais pas au DPO en fait. Nous, par exemple, pour la collectivité régionale, c'est le président de région qui est responsable. Ensuite, il y a quand même une chaîne de responsabilité. Effectivement, il peut y avoir des délégations par rapport à cette responsabilité. Mais moi, en interne, par exemple, pour chacun de mes traitements, j'engage la responsabilité du directeur et du chef de service. Donc, ils signent ce qu'ils déclarent, par exemple, en interne au délégué, pour pas qu'on me dise qu'on n'était pas au courant, que c'est le chargé de projet qui a fait le traitement. Donc, moi, j'essaie d'engager en fait l'ensemble de la hiérarchie. Mais effectivement, au final, c'est quand même le président qui est responsable. On peut très bien mettre en place pour le DPO une délégation de pouvoir, puisque si un DPO est normalement une personne qualifiée, qui a les compétences, non. Ok. Un DGA, un élu, oui, mais pas le DPO. Oui, monsieur. Bonjour, Stéphane Folacci, avocat. J'ai une question sur les associations. Je suis une association sportive, donc je collecte des données sur mes membres, qui peuvent être des données bancaires, mais aussi des données médicales. Par exemple, certificats médicaux, certificats suite à des contrôles antidopage, certificats d'accident. Est-ce que j'ai l'obligation de nommer un DPO? Oui. À cause de vos données médicales. Non. Là, moi, on me parle de données médicales. Et je pense que ça n'est pas qu'un certificat médical quand on est dans une association de sport. Je pense que vous avez aussi les accidents, le suivi, s'il y a des blessures, voilà. Alors, un petit mot d'espoir quand même. Non, parce que je vois bien que tout ça se génère non pas de l'angoisse, non, mais quelques interrogations. D'abord, je crois vraiment, c'est l'image que j'emploie, non pas du train, mais du tapis roulant. C'est-à-dire que je pense que nous sommes rentrés dans une situation instable. Et tout le monde est dans cette situation instable. Y compris les juges, y compris la CNIL, y compris tout le monde. Donc, je veux dire, il va pas y avoir un temps d'adaptation global important. Deuxièmement, il faut aussi voir, je crois que ça n'a pas été évoqué dans le débat, le fait que, de par l'application des règles du RGPD, l'ensemble des personnes, des structures, vont devoir nettoyer les fichiers. Il va falloir faire disparaître toutes les données qui sont dont la durée peut-être est quelque peu ancienne. Je pense, ce n'est pas une attaque, mais vous avez comme moi rempli des feuilles à plus savoir que faire dans les collectivités territoriales sur des tas de questions qui paraissent quand même très excentrées par rapport à la définition de la finalité du fichier. Tout ça va être fait. Donc, il y a un premier travail très lourd, je dirais, de cartographie, de nettoyage, mais il y a aussi ensuite une meilleure visibilité de ce que vous avez comme données, première étape, et peut-être des idées de qu'est-ce que vont devenir, et si je n'ai pas d'autres applications à monter avec d'autres données. Enfin, il faut aussi prendre ça comme ça, c'est aussi une chance assez importante. Et si je prends le cas des Smart Cities et de ce que j'appelle le rasoir à deux lames, le RGPD, première lame, 25 mai, l'open data totalement déroulé, deuxième lame, octobre 2018. C'est aussi une chance pour l'ensemble des entreprises, des startups, de travailler sur les données de Smart Cities et de données locales, sur lesquelles, je ne dis pas que ce sont des données captives, mais quand même c'est un marché qui, dans une première étape, ne va concerner, intéresser que l'entreprise française. Donc c'est à tout le monde, je dirais, d'utiliser au maximum l'opportunité que représente ce type de mécanisme. Et je crois qu'il ne faut pas... parce que je suis fasciné quand même par les discours qui se diffusent sur le fait que
les entreprises européennes vont perdre en compétitivité, gna gna gna, gna gna gna, très bien. Le RGPD, il a quand même été publié en 2016. 2 ans de recul, c'est quand même pas mal. Et le gouvernement français a attendu un peu pour être sûr de... Voilà. Moi, je pensais qu'il attendait pour voir ce qui se passait ailleurs. En fait, non, c'est plus compliqué. Donc, je pense qu'il faut essayer de... Il y a un moyen de positiver ce qui nous arrive tous aujourd'hui. Et puis, ça peut aussi permettre de mettre fin à tout ce qu'on subit dans notre vie. Et bon, André Gattolin n'est plus là, mais je veux dire, lisez son rapport sur les objets connectés, ou lisez un roman policier qui vient de paraître, qui est très bien, que je n'ai pas écrit, hein, soyez-vous. Tension extrême, de Stéphane, ça va me revenir, c'est l'âge. Tension extrême, c'est le premier roman policier à partir de données récupérées sur les objets connectés. C'est passionnant, mais croyez-moi, vous ne regarderez plus votre réfrigérateur avec le même œil. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les collectivités territoriales? Sinon, nous allons chaleureusement... si nous le ferons... Ah, oui. Bonjour, Arnaud David, je suis CDPO, j'interviens à la table oui, c'est suivante. Ça, Mais j'avais une question sur l'approche par les risques dans les collectivités territoriales et plus généralement dans le cadre des marchés publics. Puisque cette approche par les risques, elle a vocation, dans le cadre du RGPD, à s'appliquer tant du côté du prestataire informatique, mais également du côté du responsable de traitement, donc la collectivité. Par principe, quand un marché public est lancé, j'ai envie de dire, on engage les deniers publics, et c'est la raison pour laquelle on n'est plus sur un contrat d'adhésion, en tout cas pour le prestataire qui va y répondre. Et effectivement, on s'appuie, comme vous l'avez rappelé, sur des CCAG, sur des documents qui sont applicables depuis de nombreuses années, notamment sur les TI. Et vient la question maintenant clé au regard du RGPD de la limitation de la responsabilité et de la responsabilité de manière beaucoup plus large. Et c'est vrai que généralement, en droit français et puis plus largement en droit public européen, on a un principe de réparation intégrale du préjudice de la collectivité. Or, c'est vrai que quand on regarde les sanctions dans le cadre du RGPD, cette réparation elle peut aller quand même extrêmement loin. Et on peut toujours avoir à l'esprit que ce n'est pas parce qu'il y a une faute qui a été commise d'un côté, notamment du côté des responsables de traitement, que le prestataire doit assumer l'intégralité du risque. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de réponse aujourd'hui, mais je pense que ça va être un sujet de réflexion assez intéressant pour l'avenir, puisque je ne suis pas sûr que beaucoup d'entreprises vont prendre le risque d'aller répondre à des marchés publics maintenant, connaissant cette absence totale de limitation de responsabilité. On aura plusieurs catégories d'entreprises, les plus petites qui vont dire à quoi bon, de toute façon, il y a peu de risques que j'ai une action. Il y aura les entreprises de taille intermédiaire et les entreprises de plus grande taille qui vont vraiment faire ce management, cette étude par les risques. Ça peut passer par une assurance, on en a parlé tout à l'heure. Et pour le coup, il y aura des entreprises qui vont dire non, moi je ne joue plus, je ne participe plus. Et donc on aura potentiellement aussi, je pense, une qualité des offres qui pourra un petit peu changer. Enfin, encore une fois, j'ai même pas d'idée préconçue sur le sujet, mais je pense que c'est un sujet de réflexion intéressant. Oui, c'est une vraie question. Et sur cette approche par les risques, jusqu'à avant l'entrée en application du règlement, nous, en fait, on faisait faire des audits de nos prestataires qu'on finançait complètement. Donc, en gros, c'était pour nos prestataires presque une chance parce qu'on les rendait conformes. Et je vous donnerai un exemple sur un de nos gros dispositifs. On avait présenté notre démarche en interne et l'arrivée du règlement européen. Et le prestataire nous avait pris un peu de haut en nous disant « Bon, et après ça, est-ce qu'on va pouvoir travailler ?» Sauf que quand on a mis en place nos comités d'homologation, les études de risque, on a montré qu'il y avait des vraies failles, un vrai risque pour nos données. Le prestataire a pris conscience que ça allait être effectivement un argument de compétitivité. Il a formé ses équipes, il a complètement réorganisé sa manière de travailler et aujourd'hui nous remercie. Donc, mais voilà, là c'était avant. Maintenant, nous, on va introduire effectivement dans nos marchés, on ne va pas pouvoir auditer et prendre à notre charge l'audit de l'ensemble de nos prestataires. Donc, il va falloir trouver voilà, quelle part de responsabilité va avoir chacun. Et on est en réflexion aussi effectivement sur les assurances par rapport aux cyber-risques, par rapport à tout ça. Je suis avocat au barreau de Paris, mais j'avais une question. Alors, on va
pour les marchés publics, comme d'ailleurs dans la chaîne des marchés dans le privé, on va demander une attestation de conformité aux sous-traitants, aux intervenants tiers. Qui va les établir? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que les mécanismes sont mis en place? Est-ce que dans le cadre, on attend des décrets d'application à ce sujet? Où on va se situer? Alors, si je peux, enfin, juste pour une première partie. Effectivement, il y a tout un système de labellisation et de certification qui est prévu dans le cadre du RGPD, qu'on attend avec impatience dans le cadre des référentiels, mais on a une vraie problématique sur qui va dispenser ces labels et certifications. Jusqu'à maintenant, c'était la CNIL en France, mais la CNIL est une exception européenne. En réalité, dans tous les autres pays de l'Union européenne, ce sont des organismes privés qui délivrent ces labels et certifications. Autant vous dire qu'évidemment, l'AFNOR, Bureau Veritas et autres réjouissances se sont engouffrés, font un lobbying certain pour récupérer cette partie-là. En revanche, ce qu'il est prévu à ce jour, c'est que le référentiel soit édité par l'autorité de protection, mais que les labels soient ensuite délivrés par ces organismes publics, ce qui permettrait de garantir une certaine indépendance et une certaine véracité. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, enfin de gens, pas que de gens, vous avez beaucoup de labels qui sont prévus tant d'un point de vue, mais ce sont des labels privés, entièrement privés. Le seul qui soit reconnu au niveau européen, c'est, comment il s'appelle? Non, c'est pas un ISO, c'est European Data Protection, c'est l'EDP, enfin c'est celui d'Europrise en fait qui est reconnu, c'est le seul aujourd'hui qui soit reconnu par la Commission européenne. Exactement. Après, il y a tous les produits certifiés, et nous, on l'impose dans nos marchés, les produits certifiés ANSI, de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, nous, on l'impose déjà. Donc, il y a effectivement certains prestataires qui ne peuvent pas répondre. L'ensemble de ce travail de montée en charge est préparé, encadré par des consultations de la CNIL, justement, notamment sur à quel cahier des charges vont devoir répondre ces entreprises de certification, en sachant que la CNIL a indiqué qu'elle préparait donc les cadres, les cahiers des charges, mais qu'elle n'assurait plus à l'avenir, on n'a plus les moyens, de certification. Grosso modo, si ce qui m'a été indiqué reste vrai, le temps de consultation, d'études, etc., la CNIL estime à premier trimestre 2019 la sortie de l'ensemble des certificats et outils, etc. C'est pour ça que je vous dis, il y a un sentiment actuellement un peu d'une certaine distance par rapport à AIT, mais il va falloir quand même s'y mettre. Mais la France, c'est pas une consolation, n'est pas la plus en retard. Elle bénéficie quand même d'une vraie expérience et d'une certaine légitimité. Et je vous dis qu'il y a tout un mécanisme de montée en puissance à hauteur du premier trimestre 2019. Et la Commission, encore un élément moins exogène, indiquait qu'elle ne prendrait pas d'acte d'exécution accompagnant le RGPD. Donc on est pour le moment quand même, on va être au niveau règles. Les travaux réglementaires sont certainement lancés, c'est sûr. Et le temps de traitement, je pense que ce sera durant l'été ou à la rentrée. Oui, Colline Lemort, avocat au barreau de Lille. Une petite question, je rebondis sur tout à l'heure, la responsabilité du DPO. On disait comme quoi si on le nomme en interne, il n'est pas pour autant responsable et c'est le président qui reste responsable. Pardon. Si on le nomme en externe, si on nomme quelqu'un DPO, enfin si on fait appel à un DPO externe, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la responsabilité? Alors, on a des super CGV en tant que DPO externe, parce qu'effectivement, on a là, dans ce cadre-là, un mandat. Donc, autant vous dire qu'on en fait, cela dit, un argument de vente. C'est-à-dire que, typiquement, nous, ce qu'on va dire, c'est qu'en interne, vous avez effectivement aucune responsabilité, puis vous avez une problématique, c'est que ça reste un salarié qui a quand même, qui est soumis au désordre, même si il n'est pas censé recevoir d'ordre dans le cadre de ses missions. C'est effectivement radicalement différent quand on est DPO externe. Donc, par tout un tas de mécanismes autres, on va essayer de limiter notre responsabilité. Et je le dis de façon transparente, c'est que par définition, on travaille beaucoup à distance.
France, on n'est pas là tout le temps, donc on n'a pas le même niveau d'information qu'un DPO interne. Donc par définition, on va utiliser tout un tas de mécanismes. Cela étant, ce qui est prévu dans le cadre du RGPD, c'est la même responsabilité que vous soyez en interne ou en externe. C'est-à-dire que par définition, je serai responsable que si je me rends complice d'un acte qui serait en contradiction avec la réglementation. Donc en toute connaissance de cause, j'ai effectivement fauté. Pour autant, nous, on est sur des... Et en cas de manquement d'information, par exemple. En cas de manquement à mon devoir de conseil, tout à fait. D'accord. Bien évidemment. Il faut bien choisir, hein, parce que, sincèrement, ça va être un très beau cas intellectuel, hein, les premières jurisprudences sur les conditions de licenciement d'un DPO. Hein. Voilà. Et... c'est pas pour qui, pour le DPO, c'est pas anxiogène. Non, mais ce qui est sûr, c'est que le statut juridique n'existe pas en droit français et que il n'est pas, c'est pas un salarié protégé. C'est une espèce de chose assez étrange et qu'il va vraiment être façonné. Alors, je n'ai pas l'impression que le ministère du Travail se précipite sur cette question. C'est même une information sûre. Mais c'est regrettable, parce que c'est dommage qu'il n'y ait pas une réflexion un peu anté-crise, anté-crash sur le problème avant de laisser d'abord les juges, comment dire ça gentiment, j'ai d'autres fonctions, mais faire une construction jurisprudentielle, ça demande un peu de temps, et avant que ça remonte à la Cour de cassation, que ça se stabilise, ou au Conseil d'État, ça peut aller plus vite, ça va être un grand moment de créativité. Et je suis personnellement toujours intéressé par la créativité. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Michael Brindel, avocat au barreau de Paris. Moi, ce que j'aimerais, c'est savoir si vous êtes un peu projeté dans l'avenir pour savoir ce que ça va donner. Personnellement, ayant l'expérience des problèmes juridiques nouveaux et des consolidations juridiques de problèmes qui sont nés il y a une dizaine d'années, je pense qu'on arrivera dans quelques années à un code qui aura 200, 300 ou peut-être 500 pages sur cette question. Et toutes les questions qui ont été évoquées ici, la responsabilité, le risque, les coûts, les répercussions, je crains quand même qu'il y ait une dérive bureaucratique qui va placer les acteurs dans une certaine inégalité, c'est-à-dire les petites collectivités locales seront désavantagées par rapport aux grandes et les PME dont on a parlé au début seront extrêmement désavantagées. Donc je ne sais pas si c'est une bonne chose que la loi soit la même pour tous. Il faudrait peut-être créer des seuils, des obligations par strate, parce que sinon ce n'est pas un projet qui va être déraisonnable et qui va peser et qui va être extrêmement coûteux pour tout le monde. Éteignez votre micro, monsieur, pardon. Je vais passer la parole à Marine, mais enfin, on vient de supprimer les seuils dans la loi Pacte. Je ne sens pas bien l'idée de seuil par le RGPD, je vous le dis. Est-ce que vous savez combien coûte une certification du Bureau Veritas? Oui, et on n'est pas loin de 7 000 € de mémoire. Alors c'est parfois beaucoup plus cher. Ouais, enfin, il me semble que c'est 6 800, mais c'est à vérifier. Cela étant, pour moi, c'est pas tellement la question de la certification. Vous, en tant qu'avocat vis-à-vis de vos clients, vous n'aurez pas forcément besoin d'aller jusqu'à une certification. Je suis pas certaine que ce soit... Au contraire, vous avez quand même un certain nombre d'obligations. Vous pensez aussi ? Oui, alors après, sur le fichier client, bon, après, ça se discutera. Cela étant, d'une manière générale, là où je ne suis pas d'accord, enfin, pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que pour ce qui est des très petites structures, et on le voit avec les startups, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de se mettre en conformité. Vous voyez la partie juridique. J'ai une partie technique et organisationnelle. Plus la structure est petite, plus en fait, je ne vais pas rédiger un processus extrêmement complexe de gestion des demandes des personnes concernées. Je ne vais pas rédiger tout ça parce que ça va être assez facile à mettre en place et que ça va être sur 3-4 personnes. Ensuite, toutes ces startups-là ont un système d'information qui est particulièrement agile. Donc, toutes les petites structures qui se créent aujourd'hui, je ne parle pas du
garagiste qui est là depuis 30 ans et qui travaille pour un constructeur automobile ou autre, pour le coup, pour ces nouvelles structures-là, c'est très facile de se mettre en conformité. Au contraire, j'ai envie de vous dire qu'un programme chez eux est beaucoup plus simple que pour une très grosse entreprise, et on vous en parlera probablement juste après, où pour le coup, c'est des mastodontes à bouger, avec une construction en termes de système d'information qui est souvent très décentralisée en fonction des modes, ou parfois complètement recentralisée, mais construite de manière complètement aléatoire. J'ai envie de vous dire que c'est presque plus pour les très grosses structures que c'est compliqué que pour des TPE-PME. Et ces TPE-PME, pour moi, peuvent aller beaucoup plus vite en termes d'avantages compétitifs, en fait. Mais ça n'est qu'un avis personnel. Sur cette question, je dirais aussi... ce sera Monsieur sera la dernière question. Sur cette question, je dirais aussi que c'est le côté positif de l'économie ouverte. C'est que je pense qu'on ne laissera pas les Français reconstituer un code dans 10 volumes. C'est pas possible, il y a une vraie tension. Et même si nous avons des codes que le monde entier nous envie, c'est ce qu'on me dit moi depuis que je suis en faculté, je ne suis pas convaincu que ce soit, même si ça ne vous a pas échappé, à la fin de la loi CNIL 3, on va avoir une ordonnance qui va permettre, dans un délai de 6 mois à compter, la pendule est lancée, hein, de faire la réécriture en français, c'est amusant, à droit constant, et que ça ouvre la porte éventuellement à un code de la donnée. Vu la difficulté que l'appareil français a eu à produire ce chef-d'œuvre qu'est la loi CNIL 3, je pense que on va prendre un peu d'humilité et voilà. Vraiment, je pense que je sais que ça déstabilise un peu les Français, mais je pense que donner la main au juge, c'est ce qui va être le cas, ou au code d'entreprise aussi, on n'en a pas parlé peut-être pour André, c'est pas forcément une mauvaise chose. Monsieur. Oui, bonjour, Pierre Loire, consultant. J'ai une question particulièrement pour les 2 DPO qui ont dû se retrouver dans cette... alors je ne sais pas si on m'entend bien. Dans cette situation-là, concernant le service archivage que vous avez au niveau des collectivités et des organismes publics. Donc si je comprends bien, je pense que ça... Parce que je n'ai pas trop étudié la question, mais je crois que ça s'applique à tous les organismes publics. Et concerne donc du coup des directives du SIAF pour permettre l'archivage définitif au niveau des archives nationales. Qui du coup vous apporterait une simplification pour tout ce qui va concerner vos processus de purge au travers des tableaux de gestion qui vont être établis sur tous les documents administratifs, toutes les archives que vous allez mettre en place. Et il y a un problème à ce niveau-là, c'est au niveau des outils applicatifs type GED qui ne répondent pas au conseil de la SIAF, qui nécessite du coup que les documents soient enregistrés avec des métadonnées permettant de garantir une traçabilité sur ces derniers. Donc effectivement, tout à l'heure, ça parlait de blockchain. Donc effectivement, je pense que la blockchain sera un moyen un petit peu de garantir la fiabilité et le suivi du document de bout en bout. Mais vous, dans votre métier de DPO, comment vous arrivez à intégrer justement cette mission archivage qui finalement travaille dans votre sens, dans le sens du RGPD? Et est-ce qu'il y a une GED qui va être appliquée? Bon, pardon, désolé d'avoir été un peu long. Alors, tout à l'heure, on disait qu'effectivement, ça pouvait être une opportunité, le RGPD. Typiquement, sur l'archivage, nous, l'entrée en application du RGPD, les contraintes que l'on a par rapport à ces durées de conservation, qui sont définies depuis toujours, hein, depuis la loi informatique et liberté, on a l'obligation de déterminer des durées de conservation, mais comme vous le dites, ce n'était pas forcément applicable dans tout notre système d'information. Donc là, nous, ça va nous obliger à introduire finalement un projet d'archivage électronique parce que concrètement, ces questions-là, techniquement, elles se posent techniquement et de manière au niveau de l'organisation. Et aujourd'hui, c'est, moi je dirais, le point noir. Alors, en tout cas, moi, je dirais, des collectivités, c'est effectivement l'archivage des données. C'est quelque chose sur lequel on doit monter en compétence et on ne pourra le faire que si les éditeurs de solutions prennent le train également du RGPD.
un peu la question. Il n'y a pas en ce moment un projet, un outil au niveau de l'État, au niveau de l'État français, qui va être diffusé dans toutes les collectivités, parce que je répondais un petit peu sur la question qui concernait un petit peu la difficulté qu'ont les petites collectivités territoriales pour financer tout ce genre de projet. Au final, s'il y a le même modèle qui est diffusé pour tout le monde, et notamment pour les petites collectivités territoriales, permettant de faire cet archivage au niveau des outils et des applications, ça simplifierait la vie de beaucoup de monde. Voilà, et je m'arrête un peu là-dessus. Je peux éventuellement répondre sur le sujet. Juste pour resituer, parce que je sais pas si tout le monde, au niveau collectivité territoriale, là on parle concrètement de durée de conservation et du respect du Code du patrimoine en particulier. Donc effectivement, l'archiviste, enfin nous on a la chance d'avoir une archiviste qui connaît très bien son sujet en interne, donc ça fait partie aussi des personnes référentes à consulter systématiquement. Mais concrètement, en fait, les durées de conservation, comme disait Fleur dans la loi informatique liberté, dans le RGPD, l'idée c'est de conserver proportionnellement à la finalité du traitement, et pas plus. Nous, la chance qu'on a quand même dans les collectivités, c'est qu'on a justement des durées légales définies, ce qui n'est pas forcément le cas dans le privé. Donc on a un cadre qui est défini. Après, comment on fait ? Il y a deux volets. En fait, la durée de conservation, elle est exactement la même en archivage papier qu'en archivage électronique. On doit respecter exactement la même durée. En archivage papier, c'est relativement simple. On a des durées d'archivage courant, intermédiaire, définitif, comme vous le disiez, en fonction de l'intérêt de l'archive. Pour donner un exemple concret, toutes les délibérations arrêtées ont une durée d'archivage définitive. Donc, on doit conserver ad vitam aeternam. Ça, c'est le service des archives qui s'en occupe. Et le pendant pour l'archivage électronique, c'est de se doter d'un SAE, d'un système d'archivage électronique. Et donc concrètement, nous, ce qu'on a fait, enfin notre projet, hein, c'est on a travaillé avec l'archiviste, donc on s'est doté d'un SAE. Maintenant, c'est comment on intègre au fur et à mesure les données en fonction des outils. Et concrètement, ce qui doit aller dans le SAE, système d'archivage électronique, c'est uniquement les traitements qui doivent avoir une durée de conservation longue. C'est-à-dire, pour faire court, l'archivage courant, ça doit être conservé sur le logiciel. Si les données doivent être conservées pendant 2 ans, on n'a aucun intérêt à aller l'envoyer sur le SAE. En revanche, si on a une durée de conservation qui, légalement, je vais vous prendre un exemple pratique, puisque je le trouve toujours assez parlant, pour la direction de la petite enfance. Donc c'est la gestion des crèches. Les enfants, donc qui vont de 0 à 3 ans, on a une obligation légale de conserver les données jusqu'aux 25 ans de l'enfant, alors qu'il y a 3 ans, ils sont sortis de la crèche. Mais c'est une obligation légale. Donc ça nous fait 22 ans de plus. Bah là, concrètement, typiquement, donc on a un prestataire, ce qu'il nous faut impérativement, c'est avoir un connecteur qui nous permet, une fois qu'on bascule de l'archivage courant, c'est-à-dire la durée qui doit être qualifiée nécessaire à conserver la donnée dans le logiciel. Ensuite, quand on bascule dans le deuxième temps d'archivage, c'est que ce connecteur permet de connecter du logiciel A vers notre système d'archivage électronique de manière à basculer l'ensemble des données sur ce SAE. Mais on est d'accord, il y a un gros travail sur le sujet. Au moins, on connaît déjà la procédure et là où on veut aller. Claude Cueillard, donc établissement public, mais il y a un essai, enfin en ce moment, c'est quasiment en production, qui a été créé par les ministères de la Défense, mais aussi, me semble-t-il, peut-être de l'Éducation nationale, etc. C'est un logiciel qui s'appelle Vitam, qui est en open source et effectivement qui réunit pas mal de collectivités territoriales, établissements publics et ministères pour développer un archivage global avec toutes les protections et notamment le fait que le cloud ne soit pas n'importe où, mais bien sur le territoire, au moins de la communauté européenne. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose aussi à approfondir dans la recherche d'un SAE de bonne tenue, si je puis dire. Bien, je vais clore maintenant la deuxième table ronde en remerciant énormément les participants. J'ai vu quand même que le débat s'est d'un coup brutalement animé. Et j'espère qu'il va rester aussi animé pour la troisième table ronde sur les grands groupes. Quels intérêts peuvent-ils trouver au RGPD ?